Oui, bonjour. Par cette vidéo, je m'adresse aux étudiants francophones qui ont exprimé bien sûr une certaine gêne, ou bien du moins une certaine frustration, parce que toutes les vidéos que j'avais diffusées au départ, c'était en arabe. C'est bon, je ne peux pas traduire le tout, mais plus ou moins, je vais essayer dans une même et seule vidéo de réunir toutes les informations essentielles. Ça veut dire celles que vous devez savoir pour la poursuite de vos études au niveau, bien sûr, du cycle du doctorat. On commence par le commencement, normalement la candidature. Quand est-ce que vous devez et qui devra tout simplement candidater? On candidate dès que l'annonce est faite par le PEDOC. Le PEDOC, c'est une structure parmi d'autres qui s'intéresse aux études doctorales. Il est au niveau bien sûr de l'université avec le CEDOC, avec le Centre des études doctorales. Ce sont des structures très très importantes, notamment au niveau bien sûr de ce qui est texte actuel, parce qu'il faut savoir que vos études doctorales sont régies par plusieurs textes législatifs et réglementaires, dont les plus importants sont la Charte nationale de la thèse et ce qui est bien sûr le cahier des normes scientifiques et pédagogiques du cycle du doctorat. Alors, l'annonce se fait au niveau du site de votre université. Par conséquent, bien sûr, il faut le consulter régulièrement. Il doit y avoir une plateforme, il y a un portail doctorat et toutes les informations vous concernant et concernant bien sûr les études doivent être les informations qui ne sont pas erronées, qui sont bien sûr la meilleure des sources, c'est tout simplement le site de votre université, parce que même si les inscriptions ça commence du 1er juillet jusqu'au 31 octobre de chaque année, mais chaque université a la latitude, a la liberté de choisir une date pour annoncer tout simplement l'ouverture de cette candidature. Alors, qui candidate? Généralement, c'est Bac plus 5, ça veut dire ceux qui ont un master ou un master spécialisé, ou bien tout simplement dont le diplôme a été reconnu comme équivalent, et ça se fait bien sûr au niveau central par le ministère de l'enseignement supérieur. Alors, en candidate, ça c'est une première phase, ça s'appelle la phase de la présélection. Elle est d'ordre quantitatif. Comment? Parce qu'il y a un formulaire que vous devez remplir. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'il faut le lire et le relire tout simplement avant de valider tous les renseignements que vous allez donner, parce que une information, un renseignement erroné, c'est ipso facto le rejet de votre dossier ou bien de votre candidature. Alors, c'est sur la base quantitative. Comment? Parce qu'on prend en considération tout simplement vos notes dans les différents cycles ou du moins semestres, que ce soit au niveau de la licence ou bien que ce soit au niveau, bien sûr, du master, en plus des mentions. Il y a d'autres critères et d'autres conditions, mais normalement, on va y revenir par la suite. Une fois que vous avez été présélectionné, c'est le PEDOC aussi, c'est le directeur du pôle des études doctorales, qui va annoncer ou du moins afficher au niveau bien sûr de votre site ou du site de votre université, la liste de ceux qui ont été retenus. Là, les choses changent d'une université à une autre parce qu'on rentre dans la phase de la sélection. La phase de la sélection, c'est plutôt qualitative, c'est bon. Et donc, dans ce cas-là, on va passer des examens. Ça peut être un écrit, ça peut être un oral, ou bien un entretien, ou bien ça peut être tout simplement les deux, et écrit et oral. Pour les universités qui retiennent l'entretien ou l'oral, une fois que les résultats sont affichés, ils présentent, ou ils affichent plus exactement, une liste des thématiques. Il y a certaines universités qui tout simplement accompagnent les thématiques des thèses retenues ou présentées par les directeurs par le nom du professeur. Mais il y a tout simplement des universités où seules les thématiques sont présentées. Alors vous serez convié bien sûr à un oral afin que vous puissiez bien sûr présenter un rapport à propos de la thématique que vous avez bien sûr choisie.
Par la suite, il y a une délibération. C'est là où les choses changent, ou du moins les autres critères rentrent en considération ou sont pris en considération, à savoir tout simplement pour sélectionner, pour qu'il y ait sélection et évaluation, on peut prendre en considération la durée de votre passage au niveau de votre cursus, bien sûr, universitaire, et ou bien tout simplement le nombre des mentions, ou encore les notes des matières qui ont rapport avec la formation doctorale que vous avez choisie. Alors, une autre information à retenir, c'est que vous avez la possibilité de se présenter à tout, de candidater à tout ce qui est, à toutes les universités, sauf que vous n'aurez la possibilité, bien sûr, de poursuivre vos études qu'au niveau d'un seul doctorat au niveau national. C'est bon. Donc, et n'écoutez surtout pas les rumeurs parce que qui ne tentent rien à rien. Donc, le nombre de mentions et tout le tralala, ça peut être pris en considération, comme ça peut, tout simplement, on peut passer outre. Ça dépend des jurys et des commissions. Par la suite, bien sûr, il y a la préinscription et ça se fait toujours au niveau de la plateforme. Vous allez bien sûr parler de tout ce que vous avez fait, de vos relevés de notes, vos mentions, un CV, présenter le rapport une autre fois de votre thématique, etc. Et on a l'inscription par la suite, c'est physique, il faut présenter les originaux des diplômes, bac, licence et master, en plus bien sûr de vos relevés de notes, etc. etc. Une fois que vous êtes inscrit, ben c'est simple, la durée des études c'est 3 ans normalement, mais ça peut être prorogé une première fois, une deuxième fois, voire une troisième fois. Mais ça va de soi que la réinscription demande et nécessite tout simplement certaines conditions. Et donc, il doit y avoir une commission pour évaluer l'avancée de vos travaux afin que vous puissiez bien sûr manifester votre intérêt et surtout votre sérieux. Et dans ce cas-là, il y a parfois des avis défavorables et ça freine un peu la réinscription. Pour la 6e année ou du moins la troisième prorogation, il faut qu'il y ait bien sûr demande et validation de la part de ce qui est de la part du président de l'université. Une fois que vous êtes inscrit, ben, vous avez des formations à suivre. L'innovation, les innovations, elles sont assez nombreuses dans les nouveaux textes qui sont entrés en vigueur le 1er août 2024. Ben, il y a des formations et des modules, des formations obligatoires. C'est bon, obligatoire, ça veut dire et la présence est obligatoire et il y a un examen, ça va de soi. Il y a tout simplement 9 modules et dans ces modules-là, ben, vous devez réussir avec une moyenne de 10 sur 20. Ça veut dire qu'il n'y a pas de compensation et qu'il y a un volume horaire pour chaque module de ce qui est 40 à 50 heures. Et ça va de soi que tout simplement, si vous ne validez pas, vous ne passez pas, etc., etc. Et ça fait partie des conditions, on va voir, pour présenter le dossier de la soutenance. Il y a un système de crédit, ça veut dire que il y a 180 par exemple, il y a 150 pour la thèse et il y a 30 pour les 9 modules et chaque module a son quota. Ça veut dire qu'il y a 2 modules, par exemple, qui sont avec 5 crédits. Il y a d'autres que 6 qui sont avec 3 et il y a un seul avec 2. Vous faites le calcul, ça donnera 30. C'est très important de savoir tout cela. En plus, bien sûr, vous devez participer et vous devez participer, que ce soit à ce qui est activité culturelle, intellectuelle, scientifique de votre université ou ailleurs, parce qu'on peut participer à des congrès, que ce soit nationaux ou internationaux. Pour la soutenance, une fois que vous avez fini vos études, etc., vous pouvez soutenir bien sûr la 3e année, quand vous pouvez soutenir par la suite. Moi, ce que je dois donner comme une autre information, c'est le rôle essentiel, j'allais dire primordial, de votre directeur de recherche. Ça veut dire que tout simplement, il est là
c'est votre soutien. Euh, j'ai peut-être oublié de dire que lorsque vous avez présenté vos papiers pour les inscriptions, vos documents pour l'inscription définitive, et vous et votre directeur de recherche en plus d'autres acteurs, vous signez une charte de thèse, la charte nationale de la thèse. Quand on dit signer, ça veut dire tout simplement ça a des effets juridiques parce que c'est un ensemble d'engagements réciproques, ça va de soi. Il y a des engagements de l'étudiant vis-à-vis de son directeur de recherche et le directeur de recherche vis-à-vis de son étudiant ou bien de son doctorant. Parfois, malheureusement, il y a des conflits qui se créent ou des litiges qui se créent entre enseignants et étudiants. Je résume. Il y a la médiation du directeur du CEDOC. Parfois, ça peut aller jusqu'au conseil de ce qui est CEDOC. Mais l'essentiel, c'est la médiation. Et on essaie bien sûr de régler ces problèmes généralement en faveur, que ce soit généralement, c'est ce que je souhaite au moins, en faveur de l'étudiant. Alors pour la soutenance, il y a avant, pendant et après. Avant la soutenance, vous devez bien sûr déposer, c'est administratif, vous devez déposer un dossier de thèse et ce dossier c'est tout simplement de soutenance. Ce dossier doit tout simplement réunir et les diplômes une autre fois et le relevé de notes et les mentions et tous les travaux. Vous devez avoir effectué du moins publier 2 articles au moins et 2 interventions de communication, etc. Avec bien sûr, on va mettre tout ce qui est vérifié, s'il n'y a pas plagiat, etc., etc. Pour les publications, une petite information, j'ouvre la parenthèse, c'est que si vous devez bien sûr publier un article en relation, en rapport avec votre thèse, vous devez citer comme co-auteur votre directeur de recherche et la même chose pour le directeur de recherche, pour ce dernier, à supposer qu'il veut publier un chapitre, j'allais dire, une thématique, une sous-thématique de votre thèse, ça veut dire qu'il y a un lien direct avec la thèse, il doit vous citer comme co-auteur. Par la suite, il y a bien sûr la composition de ce qui est, ou du moins, la nomination, la désignation des rapporteurs, parce qu'on va passer à l'évaluation scientifique. Les rapporteurs sont au nombre de 3, dont 2 sont de l'extérieur, ça veut dire que ça ne relève pas de votre université. C'est plus de transparence, plus bien sûr d'objectivité et tout le tralala. Par la suite, ils doivent, et ça c'est très intéressant pour moi, ils doivent déposer leur rapport, chose qui n'était pas faite avant, qui était une entrave parfois des soutenances, ça prenait des mois et des mois. Maintenant, ils ont 30 jours pour déposer bien sûr le rapport. Si le rapport est favorable, on va tout simplement procéder à la nomination. Ça veut dire c'est le président qui va nommer tout simplement les membres de ce qui est commission de jury de soutenance, toujours avec l'avis et l'approbation de votre directeur de recherche. C'est vous dire qu'il a un rôle très important à jouer dans, malheureusement je suis désolée pour le terme, dans votre échec ou bien dans votre réussite. Alors le jour de la soutenance, parce que s'il y a feu vert de la part des rapporteurs, vous allez présenter votre rapport ou du moins votre feuille de présentation pour parler de ce que vous avez fait, votre problématique et tout le tralala, parce qu'il y a des éléments à respecter dans votre présentation. Et un petit conseil, n'oubliez pas bien sûr de parler de vos problèmes et des obstacles, des difficultés au moins que vous avez rencontrées, parce que pour être objectif ou du moins équitable, il faut bien sûr qu'on sache tout ce que vous avez enduré, etc. etc. Alors, la soutenance est là, il y a délibération une fois que les membres de jury sont au nombre de 6 au moins. Il y a un président, il y a votre directeur de recherche, il y a 2 rapporteurs au moins, 2 examinateurs. L'innovation, c'est que votre directeur ne peut pas présider le jury. C'est une innovation, mais à mon avis,
elle est bizarroïde, mais n'empêche, on passe. Alors il y aura des libérations, ou bien tout simplement, il y a un avis favorable sans réserve. Et dans ce cas-là, on va discuter de ce qui est mention, honorable, très honorable, et parfois même avec mention de ce qui est publication, ou bien tout simplement avec modification, demande de la part du jury de modification minime, ou bien avec demande de modification majeure. Parfois, c'est très exceptionnel, il y a un avis défavorable des membres de jury. Pourquoi je dis exceptionnel, voire très exceptionnel, même si c'est un peu... bref. Alors, pourquoi c'est exceptionnel? Parce que pour déposer votre thèse, la copie de votre thèse, afin qu'elle puisse être évaluée scientifiquement, votre directeur de recherche vous a donné le feu vert, ça veut dire vous a autorisé à le faire. Par la suite, il y a 3 rapporteurs qui ont tout simplement donné leur avis favorable. C'est sur la base de quoi? C'est sur la base tout simplement du respect ou de votre respect des normes scientifiques et juridiques. Et dans ce cas-là, bien sûr, j'imagine que c'est exclu que votre soutenance, ou du moins soit l'avis soit défavorable. N'empêche, si hypothèse il doit y avoir, vous aurez 6 mois tout simplement pour corriger, pour améliorer, et il y aura une autre soutenance. Voilà ce que j'ai pu bien sûr réunir. J'espère que j'ai réussi à condenser, parce que c'est très difficile, à condenser toutes les informations bien sûr importantes et essentielles pour la poursuite de vos études doctorales. Et bonne chance, Madame Boudribila.